Grand Prix de France au Castellet se rapproche d'Ayrton Senna au championnat du monde. En Albanie, les premiers visas distribués aux réfugiés dans les ambassades de RFA d'Italie et de Hongrie. Jean-Pierre Chevènement est catégorique, pas de retrait des troupes françaises en Allemagne avant 4 ou 5 ans. La Sylphide, l'un des premiers ballets à avoir été dansé sur Pointe, fait son retour à l'Opéra de Paris. Bonsoir, Prost, Edberg, Ludwig, c'est le tiercé sportif du jour que nous allons décliner dans l'ordre avec tout d'abord la 42e victoire en Grand Prix d'Alain Prost, vainqueur au Castellet. Le Français n'est plus qu'à 3 petits points d'Ayrton Senna au championnat du monde. Rémi Gaudicelli. On attendait un duel Ferrari-McLaren cet après-midi au Castellet. Il eut bien lieu, mais dans les 29 premiers tours seulement. Meilleur départ pour Mansell, suivi de Berger, Senna, Nannini, Patrese et Prost. Très vite, les McLaren vont reprendre le dessus. Berger anime la course devant Senna et Mansell. Mais le tournant de l'épreuve réside dans le choix des pneumatiques. Au 20e tour, Piquet, équipé de gomme semi-tendre, doit déjà s'arrêter. Quelques instants plus tard, Prost est le premier à limiter avant de repartir dans le temps record de 7 secondes. Ce qui ne sera pas le cas de Senna, immobilisé près de 20 secondes à son stand. Mais pendant ce temps, deux petits malins ont creusé l'écart devant. Capelli et Gugelmin sur leur marche, équipés de gomme plus dure, avec une garde au sol très basse, quittent pour une fois les profondeurs du classement et mènent la danse. Derrière, seul Alain Prost est en mesure de revenir. Après avoir doublé Gugelmin, il efface Capelli dans le double droit du Bossé à 3 tours de l'arrivée. Travail de maître. Troisième de l'épreuve, derrière Prost est l'étonnant Capelli. Ayrton Senna limite les dégâts au championnat du monde des conducteurs. Le Brésilien ne compte plus aujourd'hui que 3 points d'avance sur le Français qui signe au Castellet la 42e victoire de sa carrière et offre à la Scuderia Ferrari son 100e succès en Formule 1. Que demander de plus? Après Prost, Stefan Edberg, vainqueur du tournoi de tennis de Wimbledon. Le Suédois a battu Boris Becker en 5 manches cet après-midi. C'était un classique du genre. La 3e finale entre les deux hommes. Caroline Sins. Becker groggy, Becker à côté de ses baskets, il ne sait plus quoi faire face à un génie nommé Edberg. Aérien, rapide, le jeu du Suédois est parfait, ses volets et ses smashs encore plus précis qu'à l'habitude. Becker ne trouve plus son service, n'arrive pas à retourner, jamais. Il n'avait pris une telle raclée à Wimbledon, 6-2, 6-2 en 56 minutes par un Edberg survolté. Becker en colère, il sort enfin de sa torpeur et pour la première fois prend le service du Suédois. Il retrouve sa mobilité, ses passings et sa confiance, 6-3, 6-3 dans les 3e et 4e sets. Le 5e est haletant. Edberg, mené 3-1, va arracher sur ce lob le break de 5-4. Extraordinaire. La victoire est au bout de cette 2e balle de match. À 24 ans, Edberg remporte Wimbledon pour la 2e fois. Alors, Prost au Castellet, Edberg à Wimbledon, c'était envisagé par les spécialistes. Plus inattendu, cet après-midi, la première victoire d'étape d'un Allemand de l'Est dans le Tour de France. Olaf Ludwig, vainqueur à Besançon, Didier Balèze. Le Tour de France effectue une bonne ouverture à l'Est avec la victoire d'Olaf Ludwig de la RDA, mais aussi au classement de la montagne avec Konitschev le soviétique. Cette 8e étape de 181 km entre Épinal et Besançon souligne l'histoire du jour, l'effort du Belge Michel Vermote, coéquipier de Motet, spécialiste des échappées solitaires. Le coureur de RMO tiendra tête au peloton pendant plus de 100 km, il prend 12 minutes d'avance. Visage de la souffrance d'un sportif qui écrit une belle page du Tour 90. Il sera rejoint à 27 km du but. Ensuite, il explose. Relégué loin derrière, il finira avec plusieurs minutes de retard. Dans cette course débridée, privée de réels patrons, aucune équipe ne veut prendre la compétition en main. Aussi ça flingue de toutes parts. À 3 km de l'arrivée, un groupe se détache comportant Colotti, Lavenne, Ludwig. Mais l'école française, privée de réels sprinters, ne peut défendre ses chances. Ludwig, l'ancien champion olympique, s'impose. Pas de changement au classement général.
Donc Formule 1, tennis, cyclisme et bien sûr football, les événements sportifs se télescopent aujourd'hui. La finale du mondial et ce soir en Italie opposera, vous le savez, l'Argentine à l'Allemagne fédérale. La Coupe du Monde vient d'arriver au stade olympique de Rome. Elle a été transportée dans un camion blindé. Je pense que nous allons la voir. Qui brandira le trophée ce soir entre l'Argentin Diego Maradona ou l'Allemand de l'Ouest Mataos? La réponse aux environs de 22 h et à coup sûr dans Soir 3. Présentation de cette finale, Rémi Godicelli. Parce que l'on a déjà tout dit sur cette finale du Mondial et 90, il faut se rendre à cette évidence. Le suspense le plus total plane sur le stade olympique de Rome, où se joue ce soir le dernier acte de cette Coupe du Monde. Bien sûr, l'Argentine n'est plus aussi fringante qu'en 86 à Mexico, époque heureuse où Maradona faisait ce qu'il voulait, quand il le voulait, histoire par exemple de donner le ballon de la victoire à Burruchaga. Bien sûr, le rusé Bilardo devra cette fois composer en l'absence de 4 titulaires, et parmi ceux-ci Caniggia, sans lequel Maradona n'est plus, dit-on, tout à fait le même. Mais Dieu, c'est un fait, veille sur l'Argentine, ou si vous préférez, tous les retournements de situation miraculeux semblent promis aux bleus et blancs. De son côté, Franz Beckenbauer a pourtant un moral d'acier. D'abord, la RFA était en finale dans tous les esprits dès son premier match contre la Yougoslavie. Ensuite, Lothar Matthäus, l'homme qui doit prendre sa revanche sur Maradona en 86, a plané sur ce mondial et seules quelques baisses de régime ont fait parfois douter la machine ouest-allemande. Suspense donc pour savoir qui rejoindra le Brésil et l'Italie avec 3 victoires en Coupe du Monde. Les Italiens de Vicini, eux, pourront toujours se consoler en pensant que Matthäus, Brehme et Klinsmann, mais aussi Caniggia, Troglio et bien sûr Maradona sont tous des stars du calcio. Allez, l'Italie n'a pas complètement raté sa finale. Et Rome qui ressemble plus ce soir à une ville ouest-allemande qu'à la capitale de l'Italie. Plus de 40 000 supporters ont littéralement envahi la ville éternelle. Encore sous le choc de leur défaite contre l'Argentine en demi-finale, les tifosi italiens ont procédé à un véritable transfert d'affection sur l'équipe ouest-allemande qu'ils espèrent voir remporter maintenant cette 14e Coupe du Monde. De véritables scènes de fraternité entre supporters donc qui ne devraient pas dégénérer à l'issue du match. De leur côté, les supporters anglais, probablement déçus par l'élimination de leur équipe, ont transité aujourd'hui par Calais pour regagner leur île. Pour éviter tout débordement de hooligans en mal de dernière frasque, des policiers anglais ont même franchi la Manche. À Calais, reportage de Virginie de la Haute-Maison. Son métier, observer, scruter, repérer. Comme les 3 autres bobbies venus à Calais pour le week-end, ils dévisagent tous les passagers en vue de débusquer les éléments perturbateurs. Des bobbies à Calais pour exercer un effet dissuasif sur les hooligans, pour leur faire comprendre que dès la France, ils sont filtrés. Nous les identifions grâce à plusieurs indices. D'abord, ils voyagent en groupe important. Nous avons aussi des informations par les autorités italiennes et françaises, et aussi par la SNCF quand ils reviennent en train. La majorité d'entre eux se sont plutôt bien comportés, et les autres, nous les identifions grâce à notre expérience. Et lorsqu'ils vont à l'étranger, nous les reconnaissons très rapidement, rien qu'en les regardant. Si les supporters sont jugés violents ou dangereux, ils sont alors séparés du reste des voyageurs. Ici à Calais, on n'attend pas de gros retours avant cette nuit ou demain. 2 cas de figure. Soit les hooligans sont repérés dès l'Italie et acheminés directement par des trains spéciaux, soit ce sont les renseignements généraux qui préviennent la SNCF et la PAF, la police de l'air et des frontières, de Calais. En tout cas, sur tout le trajet Italie-Angleterre, les autorités sont à pied d'œuvre pour éviter tout incident. À Calais, en plus des effectifs de la PAF et des bobbies, 120 CRS ont été mobilisés. Le dossier défense maintenant. Le rapatriement des forces françaises d'Allemagne évoqué par François Mitterrand ne se fera pas avant 4 ou 5 ans, selon Jean-Pierre Chevènement, invité du forum RMC Libération. Le ministre de la Défense a plaidé pour son budget que certains souhaiteraient voir révisé à la baisse. Défense, polémique, politique, Daniel Sportillo. Le ministre de la Défense fait de la résistance, histoire de rassurer son état-major. Pas question pour lui de rapatrier rapidement, comme l'avait laissé entendre le chef de l'État, les 50 000 militaires français stationnés en Allemagne. L'annonce du retrait par François Mitterrand au sommet de l'OTAN a sûrement fait l'effet d'une douche froide sur l'armée, qui va devoir gérer ce problème social au moment où le ministère des Finances veut réduire le budget militaire. Alors le ministre tente de gagner du temps en fixant à plus tard l'échéancier du retour.
Il faut être clair. La fonction du président de la République, c'est d'anticiper, et il n'a pas annoncé une décision concernant le rapatriement de nos forces françaises d'Allemagne. Il a fait un pronostic, il a dit que telle est la logique. Et naturellement, cela ne se fera pas en moins de 4 ou 5 ans. Un Jean-Pierre Chevènement qui se retrouve aujourd'hui bien isolé quand il veut défendre son budget coûte que coûte. Face à un Premier ministre, au PS et aujourd'hui même à Laurent Fabius qui enfonce le clou quand il préconise une réduction du budget de la défense. La question posée, contrairement à ce qui est parfois dit, n'est pas celle de la baisse des crédits militaires. La question posée, et c'est la seule, est de savoir s'il faut augmenter, comme certains le proposent, ou non, nos dépenses militaires. Je pense, personnellement, qu'il serait raisonnable de ne pas les augmenter. Face à l'offensive, combien de temps le chef des armées pourra-t-il tenir? N'a-t-il pas déclaré lui-même, quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne? Le débat de fond autour de ces questions budgétaires, vous l'avez compris, c'est en fait la reconsidération de la force militaire française après les bouleversements qui se sont produits en Europe. Quelle stratégie, quels moyens pour la défense nationale? Question majeure posée par Hugues Huette. Le pacte de Varsovie est agonisant, la menace militaire venant de l'Est s'amenuise. En France, la défense n'est plus une priorité budgétaire. Une double contrainte que Jean-Pierre Chevènement a toutes les peines du monde à traduire dans les faits. Premier problème, quel budget pour 1991? Le ministre de la Défense réclame 200 milliards de francs. Réponse de Bérégovoy, il faut économiser 6 à 7 milliards. La France ne peut être la seule nation à voir ses dépenses militaires progresser. Seconde interrogation, dans quel domaine un effort est-il possible? Premier axe de réponse. J'ai proposé une réduction de 35 000 hommes sur 4 ans d'ici 1995. Une telle décision serait également cohérente avec l'ensemble des réorganisations que j'ai entreprises depuis 1 an, connues sous le nom d'Armée 2000. Mais il faudra sans doute aller plus vite et plus loin. Dans l'œil du cyclone, l'armée de terre. 2 pistes, une baisse accrue des effectifs et un service militaire réduit à 10 mois. Matignon y serait favorable. Mais pourra-t-on faire l'économie d'une réflexion sur le matériel? La France est coincée dans ses grands et coûteux programmes d'équipement. Un Charles Leclerc tout neuf à 40 millions de francs l'unité, un Rafale dont la facture s'élève à 140 milliards. Là aussi, il faudra choisir. À l'évidence, Jean-Pierre Chevènement se prépare des vacances studieuses. À l'étranger, le dénouement est peut-être proche dans les ambassades occidentales en Albanie. Alors que le gouvernement envisage de timides réformes, près de 5000 réfugiés attendent une autorisation d'exil. Et puis ce soir à Tirana, les premiers visas viennent d'être distribués dans les ambassades de RFA, d'Italie et de Hongrie. Commentaire Hubert Coudurier. Alors que la situation sanitaire devient particulièrement difficile à l'ambassade de RFA, qui accueille près de 3000 réfugiés dans des locaux exigus, une médiation discrète s'ébauche à Tirana sous l'égide des Nations Unies. Un diplomate suédois envoyé par le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuéllar, est en effet chargé de négocier avec le gouvernement albanais les conditions d'évacuation et d'assistance humanitaire des réfugiés dans les 48 heures. Mais d'ores et déjà, le régime de Tirana semble avoir fixé les limites d'une telle opération. Pas question d'ouvrir en grand les frontières à tous ceux qui souhaiteraient quitter le pays. Une mission donc délicate au moment où le président Ramiz Alia tente de renforcer son image de rénovateur. Un remaniement ministériel a permis de remplacer les éléments apparemment les plus orthodoxes du régime, tel le ministre de l'Intérieur. Une certaine ouverture économique ainsi qu'une augmentation des salaires les plus bas a par ailleurs été promise pour la rentrée prochaine. Reste que ce jeu de masques dans lequel le gouvernement tente de gagner du temps ne fait guère illusion. Ouverture demain à Houston, aux États-Unis, du sommet annuel des pays industrialisés. Pour la première fois, l'Union soviétique s'est déclarée prête à accepter la main tendue par l'Occident. 2 jours après le sommet de l'OTAN, à la veille du sommet de Houston, analyse à Moscou de notre envoyé spécial, Gilles Dujonchef. La politique de détente avec l'Occident de Mikhail Gorbatchev est toujours loin de faire l'unanimité ici à Moscou, au 28e congrès du parti réuni depuis une semaine au Kremlin. On l'a bien vu hier encore, alors que pourtant le sommet de l'OTAN, la veille à Londres, avait répondu sur de nombreux points aux attentes soviétiques.
Les plus proches collaborateurs du chef de l'État, parmi lesquels Édouard Shevardnadze, son ministre des Affaires étrangères, n'ont cessé d'être apostrophés, qui en séance plénière, qui dans les couloirs. Pour nombre de délégués, ce sont en fait les changements en Europe de l'Est et la réunification allemande qui ont du mal à passer. Ces débats enflammés montrent bien en tout cas que les tirs de barrage de militaires de haut rang en milieu de semaine n'étaient pas un phénomène isolé. Et voilà que déjà un nouveau sujet de controverse s'annonce, avec l'aide économique à l'URSS dont s'apprêtent à discuter les 7 plus grandes puissances économiques occidentales à partir de demain à Houston. Cette aide, les soviétiques s'étaient gardés jusqu'à présent de la demander officiellement. Or, Shevardnadze vient de déclarer aujourd'hui à un journal allemand que c'était bien ce que le Kremlin attendait du sommet des 7. Gilles Dujonché à Moscou. La France frôle le désastre national dans certaines industries menacées par leurs concurrentes japonaises. Cri d'alarme aujourd'hui de Mme Édith Cresson, ministre des Affaires européennes, qui réclame ni plus ni moins une véritable stratégie de combat. Il faut dire qu'après la télévision haute définition et le secteur spatial, c'est aujourd'hui le TGV national qui est menacé par un rival nippon, le Maglev, un prototype de train révolutionnaire dont la vitesse dépassera les 550 km/h. Reportage exclusif au Japon de nos envoyés spéciaux, Daniel Durandet, Philippe Jasselin. Le prototype de ce train japonais de l'an 2000 s'appelle le MLU 002, l'exemplaire de développement de la deuxième génération du Maglev, Maglev signifiant train à lévitation magnétique. Comme 2 fois par semaine, à Miyazaki, dans le sud du Japon, c'est la préparation de la séance d'essai de 3 heures sur cette voie expérimentale de 7 km. Ce que testent ici les ingénieurs du centre d'essai, ce sont les modes de propulsion et de locomotion de ce véhicule de transport révolutionnaire. Une propulsion utilisant le moteur linéaire et une locomotion dont le principe est celui de la lévitation magnétique, rendue possible grâce à l'utilisation de supraconducteurs maintenus à très faible température, moins 269 degrés Celsius. En clair, cela veut dire qu'une fois lancé, au-delà de 180 km/h, le Maglev plane littéralement à 10 cm au-dessus du ballast. Conséquence pour le passager, ni bruit, ni vibration, et pour l'environnement, ni bruit, ni pollution. Si jusqu'à présent, avec ce véhicule de 16 tonnes et de 22 mètres de long, on a pu atteindre que les 400 km/h, cela est dû, selon les ingénieurs de Miyazaki, uniquement à la longueur beaucoup trop courte de la voie d'essai. C'est la raison pour laquelle est en cours de construction, près de Tokyo, une voie nouvelle, longue cette fois de 40 km, où l'on espère, grâce à un nouveau prototype, le MLU 003, atteindre dans quelques années les 550 km/h. À Miyazaki, on prépare déjà les années 2000 et la première ligne commerciale Tokyo-Osaka à train à grande vitesse. Les 250 passagers du Maglev mettront alors moins d'1 heure pour parcourir les 500 km qui séparent les 2 grandes villes japonaises. En bref, l'aviation israélienne a détruit aujourd'hui une base du Hezbollah au Liban Sud, faisant 2 tués et 3 blessés. La formation pro-iranienne a aussitôt décrété, je cite, la mobilisation générale dans ses rangs. Les autres faits marquants de l'actualité, en France et à l'étranger, sous forme de télégramme et avec le commentaire de Pascal Justice. Ce car britannique se rendait d'Écosse en Espagne, mais son voyage s'est terminé ce matin à 6h30 sur le bas-côté de l'autoroute A6 à hauteur de Mâcon. 36 des 67 passagers ont été blessés, dont un grièvement. Le chauffeur indemne ne comprend pas comment il a pu perdre le contrôle de son véhicule, mais assure aux gendarmes qu'il ne s'était pas assoupi. 1000 hectares ravagés par le feu, 1000 personnes évacuées. Le bilan des incendies de ce week-end dans le Var est très lourd. Plus d'1 millier d'hommes se sont battus contre les flammes. Et même si tous les feux sont éteints depuis hier, les pompiers restent sur le qui-vive. L'ex-ministre du Tourisme contraint à démissionner mercredi après l'affaire des figurants rémunérés se débat toujours. Il rejette la responsabilité sur un stagiaire du service de presse de son ministère. C'est lui qui aurait pris l'initiative d'organiser la claque du colloque. Je ne veux accabler personne, déclare Olivier Stirn dans un long communiqué, mais seulement établir la vérité. Si la Ferrari d'Alain Prost roulait à 195 km/h de moyenne ce week-end au Castellet, ces bolides-là se promènent à toute petite vitesse sur les routes de la Creuse. C'est qu'il s'agit d'un rendez-vous d'amoureux, juste pour le plaisir des yeux. Société à Lyon, les 3 responsables d'une secte liée à la science de la santé mentale, une secte baptisée l'Église de la Scientologie. Ces 3 responsables donc ont été inculpés d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine après la mort d'un homme il y a 2 ans. Les 3 responsables nationaux ont également été appréhendés. Commentaire Anne Gouraud.
Patrice Vic avait 35 ans. Il était père de 2 enfants et membre du centre de Dianétique, la branche lyonnaise de l'église de Scientologie. En mars 88, il se suicide en se précipitant du 12e étage de son immeuble. Un suicide lié à la cure de purification qu'il venait de suivre, selon sa femme. Elle porte plainte, affirmant que son mari était dépressif depuis son entrée au centre. Accusation sans fondement, estime l'église de Scientologie, qui crie au complot national sans pour autant vouloir s'exprimer devant un micro. Seule à monter au créneau, Julia Migenes Johnson, membre elle aussi de la secte. C'est pas vrai, pas du tout. Elle se suicide. Si on pense comme ça, il faut vraiment prendre tous les autres gens avec des psychiatres qui se suicidaient. Depuis l'opération policière menée par le SRPJ de Lyon le 26 juin, le trésorier et la secrétaire du centre sont sous les verrous. Vendredi, le président a été inculpé à son tour d'escroquerie et d'exercice illégal de la médecine. Quant aux 3 responsables nationaux interpellés à Paris, ils seront transférés à Lyon pour être entendus par le juge d'instruction. À l'heure des vacances d'été, un premier bilan qui va faire frémir votre porte-monnaie. Pour 1000 francs, aujourd'hui, sur les plages de la Côte d'Azur, vous n'avez pratiquement plus rien. À Nice, les frais de mission sur le sable de Christophe Brûlé. Il y a ceux qui bronzent étendus sur une simple serviette de bain et il y a les autres, ceux qui payent pour avoir leur petit confort. Un luxe qui coûte cher, exemple, pour avoir le droit de s'allonger sur un matelas et bénéficier des services d'un vestiaire et d'une douche, entre 50 et 60 francs selon les plages. Avec le parasol, c'est 20 francs de plus. Le plagiste achète le matelas 250 francs, faites le calcul, en une semaine, il est amorti. Deuxième exemple, il est midi, vous avez faim, vous vous contenterez d'une petite salade, 40 francs. Une bouteille d'eau minérale, 25 francs. Trop cher pour certains qui préfèrent le pan de Bagna, 25 francs seulement. Après manger, vous avez envie d'une petite virée au large en jet ski. Question, combien ça coûte ? « 150 francs les 20 minutes. Pour un scooter ? Pour un scooter, c'est 200 francs. Pour un jet, c'est 150. Système différent pour le ski nautique et le parachute ascensionnel. On vous comptera 100 à 150 francs le tour de ski et 200 francs le tour de parachute. Un tour qui est censé durer 10 minutes selon les plagistes. Un peu cher pour vous envoyer en l'air, surtout quand la plupart atterrissent après seulement 5 ou 6 minutes de vol. Côté plagiste, on se retranche derrière les dépenses importantes de maintenance du matériel. Il faut un bateau de 200 000 francs, chaque parachute coûte 7 000 francs, on casse un parachute tous les mois, il faut tourner avec 5 parachutes, on a 300 chevaux pour que les gars soient en sécurité. Bon, c'est pareil, c'est un bateau qui consomme, en tirant le parachute, 20 à 25 litres à l'heure. Coût d'une journée à la plage avec un matelas, un parasol, une salade, un jus de fruits, la crème solaire, un tour de scooter, 2 parachutes ascensionnels et de ski nautique. On approche facilement les 1000 francs par personne. De quoi faire boire la tasse au compte en banque des touristes trop dépensiers. De la danse pour terminer ce journal. Dans toute la tradition du grand ballet classique, retour au Palais Garnier à Paris de la Sylphide. 10 représentations seront données par le Ballet de l'Opéra de Paris jusqu'au 14 juillet sur une adaptation et une chorégraphie de Pierre Lacotte. Reportage de Dominique Poncet, commentaire Nicole Bappel. Le ballet de l'opéra ne l'avait plus dansé depuis 8 ans. La Sylphide, ballet du 19e siècle, fait de nouveau son entrée sur les pointes au Palais Garnier. Le chorégraphe Pierre Lacotte exprime ainsi sa volonté de préserver le grand ballet romantique. De la Sylphide, il dit, elle est l'ange bienfaiteur de la danse classique. Ce ballet a envoûté tout un public pendant tout le 19e, aussi bien en France que dans tous les pays d'Europe, puisque ce ballet, dès sa création avec Marie Taglioni et Philippe Taglioni à l'opéra, a été remonté immédiatement sur toutes les grandes scènes. Les rois, les empereurs, les reines, tout le monde a voulu voir ce ballet, et le public courait à l'annonce dès qu'on marquait la Sylphide. C'était un mythe, c'était quelque chose qui ensorcelait les spectateurs. La Sylphide, créature immatérielle, charme James et puis s'enfuit. Le jeune homme tente de la retenir grâce à l'écharpe magique. Vengeance de la sorcière, il tuera celle qu'il aimait. La Sylphide 90 est Elisabeth Platel, dont ce fut le premier rôle à l'opéra il y a 8 ans. James, Manuel Legris, l'a dansé avec le Tokyo Ballet. Nous avons une très grande école française, et c'est vraiment la tradition. Et là, ce sont tous les pas que nous avons appris depuis notre tendre enfance, et donc c'est vraiment un aboutissement. C'est une richesse de pas absolument fantastique, c'est comme un texte, un beau livre. Il y a des variétés de pas formidables.
c'est un casse-tête aussi. C'est très très compliqué et en plus ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un ballet comme ça qu'on est obligé vraiment d'une grande concentration, d'une grande précision. C'est à Pierre-Lacotte que l'on doit le retour de la sylphide dans le ballet de l'opéra. Souhaitons que la sylphide 90 ne soit pas une réapparition fugitive. Dans un instant, Michel Touré vous danse la météo. Il va y avoir du soleil demain. Je vous retrouve à 22h15 pour Soir 3. Très bon début de soirée.